Du coup, bonjour à tous. Merci d'être là. C'est super cool. Du coup, là, c'est la première formation qu'on va faire un peu avec Inspire. Donc là, comme vous le savez, l'intitulé, c'est une formation sur le web. Donc on va faire un truc pas très exhaustif et pas très technique. Voilà, le but, ça va être vraiment de balayer un peu tous les sujets, toutes les thématiques qui sont abordées au niveau de la thématique du web. Pour qu'après, par exemple, ceux qui vont avoir des stages dans ce domaine-là ou qui, par exemple, sont pas au courant des formations ou des spécialités qu'ils vont faire dans les années futures. Voilà, le but, c'est d'avoir un peu des notions, de choper quelques petites notions techniques sur ce domaine-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Maxime Perrin, j'ai 21 ans et je suis en FIS 2 Option Info Réseau, donc c'est un parcours à Télécom où on fait pas mal de programmation et du web. Au niveau associatif, je suis DSI à Inspire, donc DSI directeur des systèmes d'information. En gros, je m'occupe de tout ce qui est informatique dématérialisé au sein d'Inspire. Et en parallèle, j'ai une activité professionnelle de développeur web, freelance. Donc du coup, freelance, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un statut d'indépendant. Où en gros, moi j'ai une auto-entreprise en développement web. Et du coup, je travaille comme contractuel pour des entreprises. Donc, c'est-à-dire que s'ils ont besoin de faire un site web ou de faire une mise à jour ou de faire un audit de la sécurité de leur site, voilà, en gros, ils font appel à mes services. Si à la fin de la formation ou je sais pas, n'importe quand, vous avez des questions, vous avez mon mail ici. Voilà, c'est mon mail d'Inspire. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Si vous avez des remarques pour améliorer les futures formations, voilà, là, c'est un peu un crash test aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout prof d'habitude, donc si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a une notion qui ne passe pas très bien, vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez surtout pas à lever la main et à échanger avec moi, comme ça c'est un peu interactif. Et voilà. Du coup, c'est parti. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le web? Alors, c'est vrai que le web, là, c'est un monde qui est vraiment en train de grandir de plus en plus maintenant. Par exemple, je sais pas, mais on passe à peu près 90% de notre temps quand on est sur notre téléphone à naviguer sur le web. Et donc du coup, on peut diviser ce choix en deux points. En premier, la forte utilisation. Donc par exemple, là, par exemple, avec les fêtes de Noël, je pense que beaucoup ont commandé des choses peut-être sur des sites de e-commerce ou je sais pas, on trouvait ou cherché sur Google comment faire un bon cadeau parce qu'ils ne sont pas inspirés. Du coup, ça reflète bien le fait qu'on est un peu quand même dépendant des sites web. Au niveau des réseaux sociaux, c'est pareil. On a une forte utilisation depuis quelques années des réseaux sociaux et ils s'illustrent par des applications. Et comme exemple d'application, on a Twitter. Donc là, c'est la version Lite. Je ne sais pas s'il y en a qui ont téléchargé ça sur téléphone, mais en gros, c'est une extension de Twitter, mais qui est uniquement en fait un site web. Sauf que c'est un site web qui a été déguisé en application. Du coup, ça veut dire que cette application-là, elle a été conçue uniquement avec des notions qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que grâce au développement web, on peut même faire des applications mobiles. Donc, on peut faire des sites web et on peut aussi faire des logiciels d'ordinateur qui sont à peu près sous la même conception que les applis web. Deuxième point, du coup, c'est que le web, depuis quelques années aussi, ça devient de plus en plus puissant. Avant, ça servait juste à choper quelques infos par-ci par-là sur des pages assez statiques. Et maintenant, on arrive vraiment à faire des trucs incroyables, donc soit avec l'intelligence artificielle ou juste la puissance de serveur. Par exemple, je peux vous donner un petit site que j'ai trouvé la semaine dernière qui est vraiment hyper intéressant, ça s'appelle photopea.com. Et en fait, tout bêtement, c'est Photoshop, mais sur un site web. Du coup, ça veut dire qu'on a réussi à remplacer un client lourd sur un ordi qui fait plusieurs dizaines, centaines de gigas par juste un site web en fait où on n'a rien à installer. Donc si vous voulez, je peux vous montrer ça. En gros, du coup, ça reprend exactement les mêmes fonctionnalités que le Photoshop sur ordi. Bon, la seule différence que par exemple toutes les notions d'intelligence artificielle, ça y est pas du coup.
Voilà, donc pour ceux qui connaissent un peu Photoshop, alors ça rogne un peu, mais en gros, voilà, l'idée c'est qu'on a exactement la même interface que le vrai Photoshop. Sauf que voilà, on n'a pas, là j'ai rien installé sur mon ordinateur, donc c'est vraiment embarqué dans le navigateur, donc moi j'utilise Chrome. Et voilà, ça illustre bien que vraiment le web c'est un truc auquel il faut s'intéresser parce que voilà, les technologies sont de plus en plus puissantes. Et vraiment c'est un truc d'avenir, enfin en tout cas c'est mon point de vue. Donc voilà, ce petit exemple pour illustrer. Ok, du coup maintenant on va parler un peu de l'architecture, de la structure pour gérer un projet dans le web. Donc moi je le dis souvent par un triptyque qui est conception, développement, déploiement. Alors évidemment il y a des étapes intermédiaires et qui sont après aussi le déploiement, peut-être même avant aussi. Mais du coup ça va permettre donc, de scinder en fait chaque projet web en 3 parties. Donc par exemple la conception, donc c'est ce qu'on va s'intéresser maintenant. On peut l'illustrer par exemple par le diagramme UML. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde le diagramme UML. Mais en gros, c'est un diagramme de classe en fait, qui permet d'illustrer sous forme de schéma comment toutes les notions du site web vont interagir entre elles, toutes les classes vont interagir entre elles avec chaque caractéristique propre à chaque classe. Et en dessous, donc, les fonctionnalités pour la conception, donc, tout bêtement, c'est un cahier des charges. C'est-à-dire qu'on a un document qui répertorie tout ce qu'on veut. Et qui régit un peu toutes les contraintes techniques et logistiques et aussi de fonctionnalités qu'on doit avoir dans un site web. Voilà, donc là c'est la première partie sur laquelle on va se baser. Après on parlera forcément du développement. Donc là c'est un peu la partie un peu plus amusante, enfin, qui est plus intéressante pour nous parce que c'est du concret. C'est là où on va vraiment parler de code. Donc là on va parler des langages de programmation, des frameworks, ça on en reviendra plus tard. Et les tests aussi à ne pas oublier. Parce que c'est trop souvent oublié, c'est les tests, il faut les faire avant, pendant et après. Tout le temps tester si son code fonctionne. Et ça, c'est un travail très important à faire en amont et même bien coder son site parce que après, il y a l'étape fatidique du déploiement. Donc si tout marche bien en local, c'est parfait, on n'a pas de problème. Donc ça veut dire que 80% du travail est fait, mais souvent on néglige le déploiement. Donc le déploiement, c'est le fait de mettre en ligne son site sur Internet pour que tout le monde puisse y accéder. Sauf que nous, souvent, on se dit, bon, le site il marche en local, il n'y a pas de raison que ça déconne en fait après. Et souvent là au déploiement, on néglige un peu cette étape et c'est là où aussi c'est assez complexe, il y a beaucoup de contraintes techniques qu'il faut pas oublier. Et donc on va en parler un petit peu par la suite. Donc tout d'abord pour la conception, j'ai trouvé une illustration qui reflète bien un peu la structure globale d'un site web. Donc ça s'illustre, en fait le site c'est un iceberg. Donc qui flotte dans l'eau avec la partie visible qui est le front-end et la partie submergée qui est le back-end. Et donc pour le front-end, c'est tout ce qui va être visible pour le site web. Donc concrètement, imaginons que vous alliez sur un site genre YouTube. En fait, le front-end, c'est quand vous allez vous connecter et que vous allez avoir la page d'accueil avec toutes les petites vignettes vidéo. En gros, voilà, ça c'est le front-end. C'est ce qui fait l'office d'interface entre le serveur et l'utilisateur. Donc typiquement, voilà, c'est ce qui va vous indiquer où est-ce qu'il faut cliquer, qui va vous afficher l'information. Et voilà, donc c'est le front-end qui communique avec vous. Le front-end également, il communique avec le serveur, ou autrement dit le back-end. Le back-end, en fait, c'est l'aspect qu'on ne voit pas dans un serveur, enfin dans un site web. Et en gros, il interagit souvent avec une base de données. Donc, dans 90% des sites web, en gros, on a une base de données qui répertorie tout ce qu'on a besoin de stocker dans un site web. Et quand le front-end va appeler, je sais pas, par exemple, illustrons encore avec YouTube, quand on va cliquer sur une vidéo, en fait, le front-end va dire au back-end, renvoie-moi les informations qui sont liées à cette vidéo parce que l'utilisateur veut la voir. Le back-end, il va faire tous ses process, il va calculer les données, il va chercher dans sa base de données voilà, où est la vidéo. Et une fois qu'il a ça, il va le renvoyer au front-end pour que le front-end ensuite puisse nous afficher la vidéo et nous la lire via un lecteur. Donc le front, le back et le fait d'associer les deux, donc on entend souvent en développement le full stack qui est en fait le front-end et le back-end réunis. Donc là typiquement un exemple, moi en développeur freelance je suis full stack, c'est-à-dire que je dois autant gérer le front que le back. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. En ce moment c'est beaucoup demandé quand même du full stack parce que
Les boîtes en général, elles ne veulent pas s'embêter, elles veulent juste un projet qui marche à la fin. Mais évidemment, on a après un peu des préférences en fonction du domaine. Mais ça, du coup, on en parlera par la suite. Donc maintenant que ces deux notions sont un peu éclaircies, déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que voilà, c'est des termes qui sont relativement importants, que vous allez beaucoup entendre si vous faites des recherches de stage ou même d'emploi après, dans le développement. Le front et le back, pour le web, c'est vraiment indissociable et incontournable. Du coup, maintenant que l'aspect conception, qu'on voit à peu près comment fonctionne un site web, on en a parlé, on va passer à la partie un peu plus fun qui est le développement. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter différents langages de programmation ou de description pour les sites web. Et je vais vous montrer après, je vais vous expliquer un peu ce que c'est un framework, comment ça sert et à quoi ça sert et comment on s'en sert. Donc voilà. Pour le front, du coup, donc c'est pour l'aspect visible d'un site web. On a en général, ça tout le monde doit connaître. Normalement, c'est HTML, CSS, JavaScript, c'est les trois langages voilà, de base du front. HTML, ça permet de décrire la structure d'une page web. Donc typiquement, là sur l'illustration, on dit qu'on a un bouton. Très souvent, il est dégueulasse, il est très très moche d'ailleurs. Mais ça nous permet voilà, de dire qu'on a un élément qui fonctionne voilà, à cet endroit dans la page web. Ensuite, une fois qu'on a fait cet élément, on va se dire bon bah ok, j'aimerais qu'il soit peut-être un peu plus joli, qu'il ait peut-être des animations, qu'il ait une couleur, qu'il ait une police un peu spéciale, ou alors même qu'il s'adapte à la taille de l'écran. Ça, on en reviendra, mais c'est hyper important. Hein. Par exemple, je ne sais pas si vous, quand vous allez sur Internet, vous êtes plus sur votre ordi ou votre téléphone. Mais moi, personnellement, quand je navigue sur le web, je suis tout le temps sur mon téléphone. Et du coup, d'avoir un site web qui s'adapte à tout type d'écran, c'est hyper important. Et donc ça, c'est géré avec le CSS. Du coup, ça permet, voilà, c'est en gros un fichier qui permet de décrire voilà, toute la mise en page de notre page web en sélectionnant les éléments de HTML. Et pour finir, du coup, maintenant qu'on a un bouton qui est très joli, très beau et qu'on a envie de cliquer dessus, il faut que quand on clique dessus, il se passe quelque chose. Et donc ça, c'est grâce au JavaScript qu'on va pouvoir dynamiser un peu la page web. Donc là, comme on voit, voilà, quand on clique, ça devient rouge et ça affiche un formulaire. Donc voilà, ça c'est le JavaScript, c'est un peu le langage, c'est un langage de programmation pour le coup, et qui est très utilisé pour le back-end aussi. On y reviendra plus tard. Mais voilà, au niveau du JavaScript, maintenant, tous les sites presque utilisent du JavaScript. Donc voilà, ce sont trois langages qui sont incontournables pour le front, on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment hyper important. Et pour le back, du coup, les langages très importants, donc il y en a plein. J'ai choisi de vous en présenter 4 qui selon moi sont les plus populaires en ce moment. Voilà, après c'est à vous de faire votre choix. Là je vous présente un peu chaque caractéristique pour chaque langage, mais évidemment il en existe plein d'autres. Donc par exemple on a le Python. Donc le Python lui il gère bien les tâches lourdes. Pour ceux qui en ont fait un peu en prépa, donc ceux qui sont allés en prépa, vous avez dû faire du Python et c'est beaucoup utilisé par exemple en intelligence artificielle ou alors quand on manipule de grands nombres. Voilà, le Python c'est souvent utilisé là-dedans. C'est un code qui est très lisible, donc ça fonctionne sur l'indentation. En fait, on n'a pas de petits crochets, en fait c'est juste de l'indentation. On n'a pas les points-virgules qui sont très très chiants dans les autres langages. Donc voilà, et ça respecte aussi le concept de programmation orientée objet. Donc la programmation orientée objet ou POO, en gros c'est le fait de programmer un projet en fait sous la forme d'objet ou de classe. Imaginons que dans un projet vous utilisiez vous manipuliez un objet qui s'appelle utilisateur. L'utilisateur il a un nom, peut-être un âge, il a d'autres caractéristiques. Et en fait, le fait de programmer en orienté objet, c'est de définir une classe en disant voilà, un utilisateur a tel champ et il est réutilisable. C'est-à-dire qu'après, dans votre programme, vous pouvez déclarer une variable qui s'appelle utilisateur et qui aura déjà tous les champs inclus. Donc ça, c'est très utilisé actuellement et ça permet vraiment de gérer des gros projets, de grosses architectures avec la PO justement. Du coup, deuxième langage très connu dans le back, donc c'est pour coder du serveur, c'est le PHP.
Le PHP bénéficie d'une très très grande communauté parce que il est là depuis très longtemps dans le web. Il y a de nombreux frameworks qui sont disponibles en PHP et il est relativement simple d'accès. Donc pour le coup, le PHP c'est le premier langage back que j'ai appris pour faire du back-end. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple par exemple que d'apprendre du Java, du Python, du C# comme je vais vous présenter. Selon moi, le PHP c'est l'un des plus simples. Donc voilà, il mérite vraiment qu'on s'y intéresse, même si il devient très vieux. Enfin, ça fait très longtemps qu'il est sur le marché, donc forcément, il est peut-être un peu moins optimisé que les nouveaux langages. Mais pour débuter, ça peut être très intéressant de s'orienter sur du PHP. En troisième, le Java. Du coup, le Java, on en fait en info réseau là, ce semestre. D'ailleurs, c'est là où on découvre le langage. Donc, les Physins, vous n'avez pas dû encore le voir, ce langage-là. C'est un langage qui est un peu comme le C++, qui est fortement typé. Donc, c'est-à-dire que voilà, il respecte vraiment des contraintes de type pour le langage. Par contre, du coup, il gère très bien l'allocation mémoire, un peu comme le C. Et un gros avantage aussi du Java, c'est qu'en fait, il ne dépend pas de la plateforme. C'est-à-dire que vous soyez sur Mac, que vous soyez sur un PC Windows, que vous soyez sur un Linux, que vous soyez sur Android ou iOS, en fait, peu importe d'où vous exécutez votre programme, le fait qu'il soit en Java, en fait, du coup, il s'exécute grâce à une JVM. Une JVM, c'est Java Virtual Machine. Et en fait, c'est un environnement d'exécution qui est virtualisé. Et en gros, ce n'est pas votre machine qui va exécuter directement le programme, mais c'est une sous-machine en fait, qui a un environnement sain exprès pour le logiciel en fait, Java. Et du coup, voilà, ça permet de plutôt que de développer 3 fois le même programme, une fois pour Windows, une fois pour macOS et une fois pour Linux, vous le faites une fois et ça marche pour tout. Et en dernier, du coup, on a le C#, C# qui est proche du C++ aussi, qui compile et qui exécute très rapidement le code. Pareil, il a une indépendance de plateforme grâce au CLR. Donc c'est la même chose, hein, c'est Common Language Runtime. Et ça fonctionne à peu près de la même façon que la JVM, sans rentrer dans le détail. Et au niveau de la syntaxe, voilà, on est un peu comme le C++. Voilà, c'est peut-être un peu plus lisible, un peu plus simple d'accès que le C++. Mais voilà, en gros, ces 4 langages-là, pour moi, sont les plus populaires. Donc il en existe d'autres après, comme le Ruby. Mais voilà, le but, c'est pas que ce soit exhaustif pour aujourd'hui. Du coup, je vous ai parlé donc, de ces 4 langages-là. Et ces 4 langages, en fait, tout seuls, ils servent à rien. Il faut les conjuguer avec une architecture, avec une façon de programmer qu'on appelle framework. Donc déjà, est-ce que quelqu'un sait à peu près ce que c'est un framework? Pour donner, vas-y. La définition? Ouais, explique un petit peu, ouais. Un framework, en fait, ça permet d'utiliser plus simplement un langage. Ouais, en gros, c'est ça. Donc un framework, en fait, c'est plutôt un ensemble d'outils. Donc ça, c'est la définition que je peux apporter en fait au framework, parce qu'il n'en existe pas une et unique. Donc pour moi, c'est un ensemble d'outils de bibliothèques permettant de simplifier le développement d'un projet. En gros, quand on va utiliser un framework, donc le framework va reposer sur un langage de programmation, par exemple que ce soit PHP, Java, Ruby on Rails ou C# ou JavaScript par exemple. Et en gros, ça va nous créer automatiquement une architecture avec des dossiers qui sont réservés pour telle fonctionnalité. Et du coup, ça simplifie énormément la création d'applications complexes. Donc par exemple, typiquement, hein, tous les sites de e-commerce, Amazon ou les réseaux sociaux Facebook, Twitter, ça utilise systématiquement un framework, que ce soit dans le front ou dans le back. Il y a tout le temps un framework derrière ça, parce que c'est vraiment des applications complexes et qu'on a besoin d'une architecture plus globale pour gérer tout ça. Donc par exemple, pour les frameworks dans le front, du coup je vais vous parler des 3 plus connus. Ça peut peut-être vous dire quelque chose au niveau du nom parce que c'est vraiment très très connu et très utilisé. Le premier que je pourrais vous citer, c'est Angular. Angular, il utilise du TypeScript. Donc en gros, pour faire simple, TypeScript c'est du JavaScript mais orienté objet, donc c'est le concept que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est très populaire, mais ça a le gros handicap d'être complexe à maîtriser, donc pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose.
Et si je vous dis ça, c'est parce que j'en ai fait l'expérience. En fait, avant, donc, moi, quand j'ai commencé à développer en web, j'ai commencé tout simplement en HTML, CSS, JavaScript à faire des pages simples. Et dès que j'ai voulu complexifier un peu ça en communiquant par exemple avec des serveurs, j'ai eu besoin d'un framework front qui gère un peu les données que le front reçoit. Et la première chose que j'ai voulu apprendre, c'est l'Angular. Et je m'y suis cassé les dents un peu dessus, c'est vraiment dur. Parce que j'y connaissais rien, bien sûr. Mais voilà, pour commencer, je ne le conseille pas forcément, même s'il est très intéressant. C'est pas forcément le framework le plus important à utiliser quand on commence. Ensuite, en deuxième, on a React. React, du coup, ça utilise le JSX, qui est une extension syntaxique du JS. Donc en gros, c'est du JavaScript, mais avec quelques petites fonctionnalités en plus. Et puis voilà, ça s'écrit un petit peu différemment, mais c'est beaucoup plus lisible que le TypeScript. C'est mon avis encore une fois. Hein. Et ça a été développé par Facebook ou Meta, et donc c'est encore utilisé aujourd'hui. Et c'est utilisé par de grands sites que vous devez connaître, par exemple Netflix, Insta ou Yahoo par exemple. Donc voilà, c'est des frameworks qui sont vraiment actuels, très utilisés et donc très populaires. Là, ce que je vous présente, c'est vraiment 95% de tous les projets que vous pourrez trouver donc en stage ou en travaillant. Vraiment, vous serez confronté forcément à un de ces frameworks, normalement, dans le front. Et le dernier, du coup, c'est Vue, qui lui utilise le JavaScript, donc quelque chose qu'on connaît un peu plus. Il est jugé plus accessible et pour l'avoir essayé, c'est vrai qu'il est beaucoup plus simple que les autres parce qu'en fait, lui, il a la capacité d'intégrer en fait, l'HTML, le CSS et le JavaScript en un seul fichier, alors que normalement, on découpe en fait, dans un projet tous les fichiers différents dans des sous-dossiers. Lui, en fait, Vue, il intègre tout ça directement. Donc ça permet de créer voilà, des plus petites applications, ou même des grosses, mais beaucoup plus simplement et sans trop se prendre la tête en fait, avec les gros paramètres, parce que ça c'est un peu des usines hein, en vrai, mais ça n'empêche que si on les maîtrise bien, ces deux-là, voire même les trois, hein, on peut faire des choses vraiment incroyables et très bien optimisées. C'est pour ça d'ailleurs que le web est plus puissant, hein, c'est parce qu'on a des frameworks derrière qui sont bien optimisés, qui sont puissants et du coup qui nous permettent de coder des choses voilà, qui marchent bien. Donc ça c'était au niveau du front. Pour le back, du coup, un des frameworks les plus populaires qui utilise le Python, c'est Django. Donc Django, lui, il va nous permettre par exemple de gérer assez bien l'authentification utilisateur. Donc c'est-à-dire que par défaut, quand vous créez un projet Django, vous avez en fait une authentification, donc login, mot de passe pour les utilisateurs interne en fait qui est déjà créée. Et autant dire que quand c'est créé, ça nous évite de le créer nous-mêmes. Parce que si c'est créé par l'homme, forcément, c'est plus faillible. On fait souvent des erreurs. Et pour tout ce qui est authentification, c'est bien que voilà, ce soit géré automatiquement par quelque chose. Voilà, c'est une des spécificités de Django. C'est pas exhaustif, encore une fois. Mais c'est des points que je trouve assez importants. Ensuite, Laravel. Laravel, lui, utilise le PHP dans le back. Lui, il est composé pas mal de bibliothèques et d'autres frameworks. Donc, par exemple, Symfony, qu'on va parler juste après. Laravel, c'est mon framework actuel, c'est celui avec lequel je développe 90% de mes projets parce que en fait, ça j'avais un projet où c'était imposé et après j'ai bien aimé et puis vu que je savais bien faire derrière, j'ai continué là-dessus. En vrai, faut être honnête, hein. Mais du coup, voilà, ce framework-là est plutôt cool à utiliser. Il gère bien le cache et il a un système de création de requêtes SQL. Le SQL, c'est le langage pour communiquer en fait, avec les bases de données. Et ce framework-là nous permet d'automatiser un peu les requêtes. Donc c'est plutôt cool. Ça nous fait gagner du temps et puis c'est bien optimisé. Et dernier framework assez populaire, Symfony. Il est également comme Laravel, donc il utilise le PHP. Il est 100% français celui-là. Ça c'est un peu une petite exclue. Faut en être fier. Voilà, on a aussi des trucs cool en French Tech. Et il a une grande communauté française. Du coup, c'est cool pour les non-bilingues. Pour ceux qui n'ont pas le TOEIC, c'est pas mal de faire Symfony parce que vous avez pas mal d'infos en français. Souvent, donc, sur le marché du travail français, vous aurez beaucoup de projets en Symfony et même européens. Et ça, c'est plus Laravel pour style Amérique du Nord
ou les autres continents que l'Europe. Donc voilà, Django, c'est un peu partout par contre. En résumé, maintenant que je vous ai présenté un peu tous les frameworks, la vraie question c'est comment choisir. Imaginons que là demain je veux faire un projet assez gros, j'ai besoin d'un framework front, un framework back. Comment choisir? Au départ je voulais vous mettre une slide blanche en disant débrouillez-vous, parce qu'en fait c'est la vérité. En gros, je ne peux pas vous dire ce framework c'est le meilleur, il faut l'utiliser à tout prix. En gros ça va dépendre de plein de choses et de plein de facteurs auxquels il faut vraiment s'intéresser. Notamment la popularité du framework. Est-ce qu'il est en train de mourir? Est-ce qu'il est de moins en moins utilisé? Dans ce cas-là, peut-être que ce n'est pas très judicieux d'apprendre ça. Est-ce que le langage vous plaît? Est-ce que vous avez déjà une bonne maîtrise de ce langage? Du coup, ça facilitera quand même votre apprentissage. Est-ce que le framework est bien documenté? Est-ce qu'il y a des tutos? Est-ce que voilà, c'est bien expliqué? Vous pouvez vous débrouiller tout seul? Et puis après, en dernier point, est-ce que les fonctionnalités qui sont embarquées dedans sont intéressantes? Comme par exemple ce que je vous ai présenté pour Django avec l'authentification automatiquement implémenté ou le cache pour Laravel. Voilà, donc ça c'est les facteurs auxquels il faut s'intéresser. Mais sinon, très important du coup, se former, se faire son propre avis, c'est-à-dire tester par soi-même. Il n'y a que comme ça que vous trouverez ce qui vous convient le mieux. Et surtout, très très important, mais ne pas se limiter à un seul framework. En général, quand on maîtrise quelque chose, on n'a pas envie d'aller vers l'inconnu, de sortir de sa zone de confort parce que forcément on va retomber à un niveau où on est éclaté. Hein. Du coup, forcément c'est pas attirant, on n'a pas envie de repartir à zéro. Mais le fait d'apprendre de nouvelles choses, ça nous permet justement de s'améliorer, de voir les points faibles du framework qu'on aimait beaucoup avant. Donc c'est très très important de ne pas se limiter sur un seul framework. Et en conclusion du coup, à tout ça, faut vraiment noter que le web, c'est en constante évolution, ça ne s'arrête jamais. D'une année sur l'autre, en fait, on a tout le temps 10 frameworks qui sortent chaque année. Donc, si à chaque fois c'est tout le temps les mêmes qui ressortent, c'est parce qu'ils ont fait leurs preuves et qu'ils sont vraiment très utilisés. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il ne faut jamais rester sur ses acquis. Voilà, le web et la tech en général, hein, c'est quelque chose qui évolue très très vite. Et donc voilà, faut pas rester sur les acquis. Du coup, une fois que tout notre projet est développé, on l'a codé, on l'a testé, voilà, le chef de projet il est content, il valide toutes les fonctionnalités, ça marche tout comme il voulait. Bon, on se dit nickel, c'est parfait, maintenant on a juste à le mettre sur un serveur et c'est bon, tout le monde pourrait y accéder. En 15 minutes, c'est plié. Alors spoiler, pas du tout. Il y a plein de petites notions à prendre en compte. Que ce soit pendant le déploiement, avant le déploiement ou après. Il y a plein de petites choses à garder à l'esprit. Notamment par exemple, comment on choisit notre hébergeur. Quand vous allez faire une recherche par exemple sur je veux mettre en ligne mon site, vous allez tomber sur plein d'offres de plein de sites, toutes plus attirantes les unes que les autres. L'hébergement à 1 € par mois, c'est beau, ça marche bien. Donc je vais vous expliquer un peu la majorité des types d'hébergements qui existent. Donc on peut en relever 3 et je vais vous expliquer un peu lesquels sont les plus adaptés pour chaque projet. Donc, par exemple le premier, du coup c'est l'hébergement mutualisé ou shared hosting. C'est en gros un serveur physique donc, qui est dans un data center, peu importe dans la France ou ailleurs, donc chez votre prestataire. Et en fait, ce serveur-là, physique, il est dispatché en fait, en 3 sites web, enfin en 3 types d'hébergement, ou 4 ou 1000, ça va dépendre de la structure de votre serveur. En gros, il faut l'imaginer un peu, c'est comme si sur votre ordinateur, vous faisiez 3 dossiers et que chaque client avait accès à un dossier et pas les autres. Mais que c'est qu'un seul dossier, c'est-à-dire qu'il n'a aucun droit sur votre machine, il peut juste poser des dossiers dedans en fait, des fichiers. Donc ça, justement, ça va permettre en avantage, c'est très très peu cher parce que au niveau des ressources, on a un ordinateur qui dispatche les ressources entre les différents sites. C'est très simple d'utilisation parce que du coup, comme je vous ai dit, on a juste à prendre nos fichiers et les mettre sur un dossier. Donc littéralement, c'est vraiment pas compliqué à faire et on n'a pas de maintenance à charge parce que on a très peu en fait
on a très peu comment dire, de pouvoir en fait, sur la machine. On n'a vraiment que notre dossier. Bon, les inconvénients, du coup, c'est que c'est beaucoup moins puissant qu'un autre serveur parce qu'on partage les ressources. Comme je vous l'ai dit, vu qu'on a 3 dossiers, forcément, on divise en 3. Donc évidemment, si on a beaucoup de trafic, c'est possible que le serveur il meure un petit peu des fois. Donc voilà, après, il y a des solutions d'hébergement mutualisé qui existent un peu plus puissantes, mais de manière générale, ça reste vraiment pour des sites relativement simples, parce que du coup, on a une utilisation restreinte et pas de back-end. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de serveur dessus. Dans la majorité des cas, c'est-à-dire que je vous dis qu'il n'y a pas de back-end, en vérité, on peut mettre un serveur, mais c'est vraiment une manip très compliquée. On a très peu de pouvoir dessus, donc c'est-à-dire que si on a un problème avec le serveur, avec la base de données, on pourra beaucoup moins intervenir facilement que sur un autre serveur. Donc vraiment, c'est pour ça que je ne vous dis pas de back-end, parce qu'il faut partir du principe que si on a un back-end, ce n'est pas du mutualisé. Le mutualisé, c'est recommandé du coup pour les sites vitrines. Donc typiquement, si vous faites juste en fait un site avec un framework front-end, ou que vous faites juste un site HTML, CSS, JavaScript, où vous avez que des petits fichiers, ça c'est parfait, hein, ça coûte pas cher. Et puis vous prenez tous vos fichiers, vous les mettez dans le dossier, et puis vous rafraîchissez la page web et ça marche. Donc voilà, c'est vraiment pour les sites vitrines que je recommande un peu cette partie-là. Pour un site un peu plus puissant avec un back-end, du coup, on peut partir sur un VPS, un serveur dédié virtuel. Donc en gros, serveur dédié virtuel, c'est un partitionnement d'un serveur physique en plusieurs serveurs virtuels. Donc c'est-à-dire qu'à la place d'avoir notre machine avec 3 dossiers, en fait on prend notre machine et après on fait 3 sous-machines. Et du coup ça va permettre que chaque client en fait ait le contrôle sur sa machine globale. C'est-à-dire qu'il n'aura pas accès à un dossier mais à une machine où il aura un accès, un accès admin. Donc il pourra lancer des tâches, il pourra lancer des logiciels dessus, il pourra faire tourner des scripts à intervalles réguliers par exemple. Et du coup là on a beaucoup plus de marge de manœuvre parce que voilà, on a une machine en fait à disposition. D'ailleurs, il y a certains hébergements mutualisés, donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui en fait de base découlent d'un VPS. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un VPS et après faire un mutualisé pour vos projets via un VPS. Donc voilà, on gagne beaucoup plus de puissance, on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc ça c'est dans les avantages. C'est beaucoup plus fiable aussi parce que on est les seuls en fait sur la machine. Comme j'ai dit, on a un accès root, donc root c'est admin, c'est-à-dire qu'on peut vraiment lancer par exemple un script, on peut lancer un serveur, on peut lancer plein de trucs parce qu'en fait on a la ligne de commande, c'est-à-dire que voilà, c'est comme si vous êtes sur votre ordi, vous avez le CMD, vous pouvez lancer n'importe quoi. En fait avec un VPS on peut faire ça. Du coup c'est beaucoup plus puissant, ça va permettre de faire beaucoup de choses. Et c'est évolutif, on peut changer aussi les capacités techniques, les spécificités techniques de la machine, donc c'est vraiment cool ça. Problème du coup, forcément c'est mieux donc c'est plus cher, ça c'est évident, c'est plus complexe d'utilisation. À Télécom on a la chance d'être formé, de faire pas mal de commandes Linux, Unix, et du coup à la fin de la formation vous pouvez vous avez largement les compétences pour administrer un VPS. Alors en FIS 1, je ne suis pas sûr que vous fassiez énormément de Linux pour l'instant et encore peut-être un petit peu. C'est peut-être au 2e semestre alors. Mais en gros après en FIS 2, pour ceux qui continuent, vous ferez peut-être un peu de Linux et vous verrez du coup, vous verrez que vous arriverez à gérer un VPS. Et par contre du coup maintenant ça charge, donc forcément on a plus d'impact, on peut faire plus de choses. Et du coup évidemment on va devoir gérer aussi plus de choses. Parce que vu que c'est plus qu'un simple dossier, forcément c'est plus complexe à gérer. Il y a des configurations à faire et donc voilà, ça c'est pour vous. Donc en résumé, c'est mieux mais il faut être bien plus formé que juste pour un mutualisé. Et donc ce type d'hébergement c'est recommandé à fond pour les applis web, les API ou les sites avec un fort trafic. Donc en gros, la majorité des sites web sur lesquels vous allez en fait sont hébergés sur des VPS. Voilà, c'est 90% des sites sur lesquels vous allez, c'est des VPS parce que c'est beaucoup plus simple
à gérer quand par exemple on a un site de e-commerce ou je sais pas un site, peu importe Moots par exemple, il y a moyen que ce soit sur un VPS. Alors après ils ont un serveur local, un serveur privé, mais peut-être que c'est hébergé sur une machine virtuelle juste en dessous. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas du mutualisé. Et du coup le dernier type d'hébergement, donc là c'est les 0,05% du web, c'est le serveur dédié où en gros bah, c'est un serveur. Voilà, vous l'avez devant vous, vous pouvez le toucher. C'est votre serveur en fait entier qui est à disposition pour vous. Et du coup bah, là forcément vous avez énormément de puissance, vous avez un truc vraiment très très puissant. Par contre du coup au niveau de la maintenance, bah, c'est 1000 fois pire, hein, forcément. Du coup, dans les avantages, on a tous les avantages du VPS, absolument tous. On a encore une plus grande confidentialité parce que je vous rappelle que les serveurs d'avant, on les partageait en fait avec d'autres utilisateurs. Même si c'était une machine virtuelle, en fait, on était sur le même disque dur au final. Hein, c'était partitionné, mais dire on est dans la même machine. Là, le serveur dédié, c'est vraiment notre machine et en fait, personne ne peut y toucher, personne n'y a accès, personne ne peut l'avoir à part nous. Et du coup, c'est complètement personnalisable. Alors après, ça dépendra forcément de votre hébergeur. Ça se trouve, c'est peut-être même votre serveur, vous l'avez acheté, il est dans votre salon, ça vous fait plaisir. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup plus de maintenance à faire, c'est vraiment très très lourd. Faut avoir une bonne compétence technique là-dedans. Et ben, l'inconvénient, du coup, comme vous en doutez, hein, c'est que c'est extrêmement cher. Non seulement ça consomme beaucoup plus d'énergie, et puis sans dire de ça, voilà, il faut en fait acheter une machine et même la louer donc à un hébergeur, ça coûte super cher parce que réserver un serveur dédié, automatiquement ça leur enlève la possibilité de faire des VPS et de mutualiser parce que du coup vous réservez une machine entière donc du coup pour eux. Une fois que vous avez choisi votre hébergeur, donc déjà c'est super, vous avez fait 80% du travail. Maintenant, on va dire, on passe l'étape où vous mettez tout sur votre serveur et qu'il est accessible sur Internet. Vous avez votre nom de domaine, c'est nickel. Sauf que quand vous vous connectez, vous avez un petit problème. C'est que vous avez un cadenas rouge barré où c'est écrit HTTP et ça vous dit votre connexion n'est pas sécurisée. Et ça crie partout, ça dit ouais attention, c'est peut-être un site pirate. Il y a un problème avec ce site. Et du coup, on va parler du HTTPS ou du certificat SSL. Le certificat SSL, bah, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Et pourtant, c'est super important. En gros, c'est bah, voilà, c'est le cadenas vert, donc maintenant ça fait… Qui? Ouais? Alors, oui et non. Ouais? Ouais, en gros c'est ça. Alors ce que tu as dit Marc, c'est intéressant parce que justement, en fait, le cadenas vert, ça veut dire que toutes les requêtes que vous faites, donc c'est-à-dire quand vous avez un front, le front qui par exemple, en reprenant l'exemple de YouTube, quand le front vous demandez une vidéo, en fait il y a une requête qui transite sur Internet avec des informations dedans. Donc par exemple le numéro de la vidéo, le titre de la vidéo, le nom d'utilisateur qui demande la vidéo. Et en fait tout ça, s'il n'y a pas de HTTPS, ça circule en clair. C'est-à-dire que n'importe qui arrive pendant qu'il y a une requête et il peut lire dedans ce que vous demandez. Et du coup, c'est hyper critique parce que imaginons, bah, vous connectez, je sais pas, sur le site de votre banque, nom d'utilisateur, mot de passe, et quand vous envoyez, du coup, il y a la requête qui part. Et si elle n'est pas cryptée, bah, n'importe quelle personne mal intentionnée prend le paquet, ouvre, il fait bon bah super, il y a un nom d'utilisateur, un mot de passe, maintenant je suis riche. Du coup, bah, vous vous doutez bien que ça pose des gros problèmes de sécurité. Et c'est pourquoi vous avez presque maintenant tous les sites qui ont ce petit cadenas. Voilà, c'est ça. En gros, donc, le principe, comme je vous ai expliqué, donc on peut l'illustrer par ça. Imaginons qu'on a un hacker externe. Sur la première ligne, on voit qu'on a une requête HTTP, donc pas HTTPS, donc pas cryptée, où on se connecte, on met son mot de passe. Et on voit qu'il est en clair, donc c'est-à-dire que le hacker peut clairement en fait se servir et sans effort. Hein. Vraiment, c'est très très facile. Et en dessous, on a le HTTPS, donc là qui est crypté, et on voit que le mot de passe, ben, en fait, il est caché. Il est illisible en fait par le hacker parce que seul le serveur
a la clé pour décrypter l'information. Du coup, vous pouvez vous rendre compte que c'est vraiment hyper important quand vous faites un site web, parce que si vous ne l'avez pas, en fait, ça décrédibilise complètement votre site. Et du coup, pour crypter cette information, en fait, on utilise un algorithme de cryptage, de cryptographie à clé publique. Donc c'est un peu théorique comme truc, donc si ça vous intéresse vraiment, je vous laisse aller sur le site bimmat.net qui explique très bien ça. Et du coup, pour faire simple, on peut prendre l'exemple de Bob et Alice, où Bob serait par exemple un serveur et Alice la personne qui fait la requête. On peut expliquer ce système-là où en gros Bob il a la clé publique qui est en fait le cadenas et il a la clé associée à ce cadenas, donc la clé secrète. La clé secrète, il la met dans sa poche et puis il garde la clé publique. Et à un moment, Alice, elle veut faire une requête vers Bob, donc vers le serveur. Et du coup, Bob, il lui dit tiens, prends le cadenas et fais ta requête. Donc Alice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire sa requête. Elle met toutes les informations dans une boîte et elle ferme avec le cadenas. Si elle ne met pas de cadenas, c'est HTTP. Si elle met le cadenas, c'est HTTPS. Et du coup, après, elle prend la boîte, elle l'envoie à Bob. Et si par exemple, il y a un hacker en plein milieu qui prend la boîte, du coup, forcément, il y a le cadenas, il ne peut pas ouvrir. Alors que si Bob, après, attrape la boîte, il voit le cadenas, sauf que lui, rappelez-vous, il a la clé secrète, la clé privée. Et du coup, il peut ouvrir en fait la boîte. En gros, voilà, de façon imagée un peu à quoi ça sert et comment ça marche la cryptographie à clé publique. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment partout dans le web. C'est hyper important. Et du coup, le certificat SSL, donc comme tu as dit Marc, ça donne vraiment l'information, donc ça donne des informations très précises sur le site auquel on navigue. Donc par exemple sur le nom de l'entreprise, le nom de domaine, le nom d'hôte, donc l'adresse IP. Ça donne aussi des informations sur l'entreprise et le lieu du détenteur du domaine. C'est indispensable pour sécuriser les données, donc comme je vous l'ai expliqué avec le système de cryptographie là. Ça renforce la confiance des internautes parce que, comme vous avez déjà pu le voir, quand vous allez sur un site en HTTP, ça vous fait une grosse alerte rouge, attention, n'y allez pas, vous allez mourir, il y a un problème. Du coup, ça c'est hyper important pour ça. Mais, c'est là où je reviens à ce que tu m'as dit Marc, ça donne confiance, mais n'importe quel site peut avoir un certificat SSL. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre site a un certificat SSL qu'il n'est pas malveillant. Imaginons, on reprend l'exemple de Bob et Alice. On va sur un site où le front, il ressemble exactement au site de votre banque. C'est bizarre, hein, mais voilà, ça se fait beaucoup. Et donc, tu as Alice qui envoie son nom d'utilisateur et son mot de passe à Bob. Bob, il reçoit le paquet, nickel, il a le cadenas. Donc Alice, elle est super contente, elle se dit on m'a pas volé mes identifiants. Sauf que Bob, peut-être que lui, Bob, il est mal intentionné. Donc c'est-à-dire qu'une fois que le serveur a reçu l'identifiant et le mot de passe, peut-être qu'à la place de renvoyer les coordonnées bancaires, enfin toutes les infos qui sont liées à sa banque, peut-être que lui s'était déguisé en sa banque, mais qu'il n'allait pas en faire ça. Peut-être qu'il allait prendre ces informations et se connecter avec sa vraie banque et se faire un virement. D'où l'importance de faire attention quand même. C'est pas parce que les transactions sont cryptées que le site en lui-même est bienveillant. C'est deux choses qui sont à dissocier et qui induisent beaucoup de gens en erreur. C'est pas parce que vous faites une commande sur un site de e-commerce avec un cadenas vert que vous allez recevoir votre colis. C'est hyper important, hein. Et malheureusement, le problème, c'est que vu que c'est vert, on a l'impression qu'on peut faire confiance. Mais ceci étant dit, ça reste quand même indispensable pour la confiance et pour améliorer son référencement. Le référencement, du coup, autre partie très très importante du web. Du coup, est-ce que quelqu'un pourrait me donner un peu une définition du référencement dans le web? Voilà. Ouais. Ouais, en gros c'est ça. Alors ce que tu as dit là au tout début, c'est le nombre de liens qui pointent vers ce site. En fait, ça contribue au référencement, mais ce n'est pas le référencement. En fait, le référencement, si tu veux, c'est le fait de répertorier, de dire à tout le monde en fait que voilà, on a un site web avec tel nom, avec telle adresse, tel nom de domaine qui existe. Et du coup, ça va dire au moteur de recherche, voilà, vous pouvez accéder à mon site via les moteurs de recherche, via des mots-clés.
Et donc voilà, ça c'est le référencement. Sauf que le référencement, du coup, on peut le diviser en deux parties, en deux grandes parties. En réalité, il y en a un peu plus. Ouais. Sans référencement, on peut accéder au site que si on a le lien directement. Ouais. En gros, c'est ça. Et ouais, c'est totalement ça. Hein. Et même tu verras qu'un site qui est mal référencé, tu le trouves jamais. Hein. Sauf si on te le donne, sauf si on te donne le lien, ouais. Littéralement, on ne peut pas y accéder. D'où l'importance du référencement, justement. Et donc, ce référencement-là, il est divisé en deux grandes parties, le SIA et le SEO. Donc, le SIA, c'est pour advertising, ce qui veut dire en gros publicité, référencement payant. Évidemment, quand on veut quelque chose, souvent, il faut payer. Et donc, voilà, c'est le prix pour avoir. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un peu des fois quand vous naviguez sur Google, quand vous faites une recherche, mais vous avez en tout premier dans les recherches des trucs avec écrit annonce. En fait, c'est pas qu'ils ont un bon référencement, c'est qu'ils ont payé. Et cette catégorie-là, voilà, on va en parler juste après. Mais ça n'a rien à voir du coup avec le référencement naturel ou SEO, qui là, c'est vraiment l'optimisation par le code ou par des mots-clés en fait. Voilà, on a deux choses très différentes. Un qui est complètement éloigné de la conception du site, mais qui est juste sur l'aspect financier. Et par contre, on a le deuxième où vraiment là, c'est sur la conception du site et tout ce qui gravite autour. Donc, pour parler du SIA, justement, en fait, c'est un système d'enchères qu'on peut trouver. Donc, par exemple, alors oui, sinon, je ne suis pas revenu là-dessus, mais très important pour le référencement de se baser majoritairement sur Google. Même s'il existe plein d'autres types de moteurs de recherche, en fait, Google, c'est 93% des parts du marché. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Et quand on commence, faut vraiment d'abord se concentrer sur Google. Hein. Parce que si votre site est très bien référencé sur Google, après, il y a de fortes chances que les autres moteurs de recherche le copient un peu. Donc voilà, Google, ça reste la référence. Je dis pas que c'est l'unique, mais il faut s'y intéresser. Voilà, c'est le plus important. Du coup, le SIA, comment ça marche? Du coup, c'est un système d'enchères qui est basé sur des mots-clés. On appelle ça souvent par des campagnes Google Ads, qui s'appelait avant AdWords. Le concept, le système, c'est assez simple. Imaginons, on mise une pièce de 2 € sur un mot-clé. Donc, imaginons que vous ayez un site qui vend des cuisines. Et ben, vous décidez de miser 2 € sur le mot-clé cuisine. Il suffit qu'il y ait un internaute qui tape dans la barre de recherche cuisine, qui tombe sur, donc du coup, ça, là, ce petit truc. Il voit votre site, il clique dessus. Et à partir du moment où il clique dessus, Google va lui dire « Bon, bah super, j'ai fait mon travail, je te prends tes 2 €. » Et du coup, évidemment, plus le mot-clé va être utilisé, va être recherché, et on va dire, plus il y aura de sites qui vont se baser sur le mot-clé cuisine, plus les enchères auront besoin d'être élevées pour se sortir du lot un petit peu, pour être beaucoup plus visible que les autres. Donc voilà, c'est en gros le but dans ce jeu-là, c'est de trouver un mot-clé assez précis qui correspond bien avec l'activité, mais en même temps qui n'est pas surchargé parce que sinon ça coûterait vraiment très cher. Mais il faut quand même garder cette méthode de référencement en tête parce que c'est quand même important d'utiliser. Par exemple, si vous avez un site d'e-commerce, imaginons là, c'est les fêtes, c'est les périodes de fêtes pour Noël, tout le monde fait les achats de cadeaux par exemple. Ça peut être intéressant de faire des campagnes d'un mois ou 3 semaines en se positionnant sur des mots-clés assez attractifs pour générer du clic, générer du trafic. Après, on a aussi pour compenser un mauvais SEO. Alors ça, c'est une méthode qui n'est pas du tout viable parce que le SEO en fait ne changera jamais si vous ne faites pas d'audit, si vous ne modifiez pas le code, ça ne changera jamais. Et du coup, le compenser, ça voudrait dire payer en fait toute la vie. Et il n'y a aucune entreprise qui a encore trouvé l'argent infini. En tout cas, s'il l'a trouvé, il faudra qu'il m'appelle. Parce que littéralement, cette méthode-là, c'est la pire idée. Hein, vraiment, ne faites pas ça. Cette méthode, ça reste très intéressant, mais pas viable sur le long terme, du coup, si ce n'est pas conjugué avec un bon SEO. Et du coup, comment avoir un bon SEO? Qu'est-ce que c'est? Du coup, un SEO, c'est l'ensemble de bonnes pratiques et de façons de développer un site web permettant de gagner en visibilité sur un moteur de recherche du coup.
Ça demande beaucoup plus de connaissances techniques parce que forcément le SIA avant, il fallait juste payer. Hein, donc à ce niveau-là, tout le monde sait faire. Par contre, le SEO, l'enjeu, c'est vraiment de modifier le code, de changer les bonnes pratiques, de rendre son site accessible. Et donc là, évidemment, ça relève plus d'un développeur web ou d'une agence de référencement. Donc voilà, c'est ça. Dans le SEO, on a deux types d'optimisation. Donc on va revenir sur ce que tu as dit, Marc. On a le on-site qui en fait optimise le code. Donc c'est vraiment, on met les mains dans le cambouis et on y va. C'est-à-dire on optimise le code, on essaie de rendre son site performant. Vous verrez qu'il y a des indicateurs qui permettent de mesurer en fait combien est-ce que son site est attractif par rapport au moteur de recherche. Ça va demander aussi donc l'accessibilité du contenu. Est-ce que votre site internet est facilement consultable par exemple par une personne malvoyante? On l'oublie souvent parce que nous on n'a pas ce problème, donc forcément ça nous sort un peu de la tête, mais les personnes qui ne peuvent pas voir ou qui voient très mal, en fait, ont besoin de repères dans un site web. Il y a pas mal de balises qui permettent ça, il y a des descriptions, il y a des métadescriptions qui permettent en fait justement au contenu. Par exemple, je sais pas, vous cliquez sur une photo, et il y a des téléphones en fait qui décrivent en fait le contenu de l'image. Et donc ça, si vous ne renseignez pas toutes ces descriptions, en fait, le moteur de recherche ne vous fera pas confiance. Il vous dira, vous n'êtes pas inclusif, vous ne prenez pas en compte les personnes qui peuvent avoir des handicaps, et du coup, en fait, il punit un peu. C'est-à-dire que vraiment, c'est très important d'avoir un site très accessible parce que c'est vraiment pris en compte par les moteurs de recherche. Et dernier point, il faut que l'information soit pertinente. Vous pouvez avoir le site avec les meilleures pratiques, la meilleure accessibilité. Si vous racontez n'importe quoi dessus ou que ce n'est pas intéressant, forcément, personne n'ira dessus et automatiquement, il sera mal référencé. Voilà, c'est un peu évident, mais il ne faut quand même pas l'oublier. Il faut que le contenu de votre site soit intéressant. Sinon on perd tout en fait. Et deuxième méthode d'optimisation, les off-sites. Et là justement, c'est les backlinks. Alors un backlink, c'est ce que tu me disais, Marc. En gros, c'est tous les liens d'un site externe qui pointent vers notre site. Typiquement, on peut prendre l'exemple d'un blog où vous faites un article et votre article est super intéressant, vous parlez d'un truc qui est grave d'actualité, ça intéresse tout le monde, ça fait parler beaucoup de personnes. Et du coup, tout le monde sur les réseaux sociaux, sur leur blog personnel ou sur n'importe quel site, va mettre en référence votre lien, votre site, en disant regardez cet article de blog, il est intéressant, il parle d'un sujet dont tout le monde parle. Et du coup, le fait d'avoir beaucoup de backlinks, ça va dire à Google, ah ok, ce site est intéressant, tout le monde en parle, il faut que je le mette en avant. Et donc voilà, ça c'est un des facteurs qui fait aussi qu'un site est plus ou moins bien référencé. Voilà, c'est quelque chose vraiment d'incontournable qui est vraiment important. Ensuite, dernier point, pourquoi utiliser le SEO? Du coup, comme je vous ai dit, c'est une méthode de référencement qui est beaucoup plus viable que le SEA sur le long terme parce qu'il repose sur la structure de votre site et qui, elle, normalement, ne va pas changer avec le temps. Votre code ne va pas changer. Un site qui est très très intéressant ne sert strictement à rien s'il est mal référencé parce que personne ne le consultera. Même si vous pensez que vous avez fait le meilleur site du monde, s'il est disponible nulle part sur internet, ça sert à rien. Du coup, pour juger de la pertinence d'un site web, enfin pas de la pertinence mais plutôt de l'optimisation, de la performance et de l'accessibilité d'un site web, Google, ils ont fait un outil qui est super intéressant, qui est très utile, ça s'appelle Google Lighthouse. Donc là, comme vous le voyez ici, en gros, c'est une extension dans Google Chrome qui permet, donc là, comme vous voyez, quand vous faites clic droit, inspecter l'élément, ça vous ouvre une console avec plein de trucs. Et vous avez une petite catégorie qui s'appelle Lighthouse qui vous permet de générer un rapport sur la page web sur laquelle vous êtes. Et en gros, donc, du coup, ça va mouliner pendant un petit moment. Donc là, par exemple, j'ai fait un audit pour Moods. Et on voit du coup donc, la performance, 78. On a 100 d'accessibilité, 100 de bonnes pratiques et 97 de SEO. C'est super bien, vraiment c'est très très bien. Au niveau des performances, même si c'est orange, 78 c'est très très bien. La performance en fait c'est le temps que va mettre le site pour se charger. Donc plus il a d'informations, plus il a d'images et plus il a de requêtes à faire avec le serveur,
et plus en fait la performance va diminuer. Donc je dirais qu'en dessous de 70, jusqu'à 70 et un tout petit peu en dessous c'est bon. Après ça devient vraiment critique, il va falloir faire des modifs. Et après en dessous de cette page vous avez plein de petits conseils pour améliorer votre référencement. Donc c'est vraiment un outil hyper cool que je vous conseille vraiment, qu'il faut utiliser mais une fois qu'il est déployé. En local ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà, c'est une fois que vous l'avez déployé, c'est pour faire des petites modifs, améliorer un peu le référencement, c'est très très cool. Et du coup, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse un petit test. En gros, on va essayer de regarder et d'analyser le référencement du site de Télécom Saint-Étienne. Alors pour cela, Télécom Saint-Étienne, c'est une école d'ingénieurs. On est d'accord ? Alors du coup, moi je suis quelqu'un je suis français, hein, mais j'aimerais aller dans une école d'ingénieurs à Saint-Étienne, mais je ne sais pas encore laquelle. Alors du coup, vu que je ne sais pas, je vais mettre école d'ingénieurs Saint-Étienne. Est-ce que quelqu'un voit Télécom? C'est triste, hein? Ouais. Alors, à votre avis, pourquoi? Déjà, pourquoi est-ce que l'ENISE, c'est le premier site qu'on trouve sur Google? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais. Ah ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Ah, c'est vrai que ouais. On va pas revenir dessus. Non, ouais, en fait, c'est parce que, comme on peut voir, moi j'ai mis école d'ingénieurs Saint-Étienne. Et bon, manque de chance pour nous et bonne chance pour eux, hein. Leur sigle, en fait, c'est École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne. Donc forcément, au niveau des mots-clés, eux, ils sont très très bons. Donc pour eux, c'est normal qu'en fait, ils apparaissent premiers. Après, deuxième site, on a l'école des mines. École des mines, par rapport à Télécom, c'est beaucoup plus connu. Donc je pense que Google a dû juger beaucoup plus pertinent en fait, le contenu du site que par rapport à Télécom. Pareil pour le deuxième, voilà, c'est IMT. Et après là, on a ISTP. On a le site de l'ISTP. Donc là par contre, ça devient un peu plus différent parce que là vous voyez, Télécom, on est là. Alors pourquoi est-ce que l'ISTP serait devant nous? Non. Parce qu'en fait, tu vois que là, regarde, comme je t'ai dit, le SIA, là, il n'y a pas d'encart annonce. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annonceur qui s'est placé sur les mots-clés école, ingénieur, Saint-Étienne. Donc, du coup, là, c'est que du SEO. C'est du SEO pur et dur. Et donc là, pourquoi est-ce que nous, on est aussi bas? De quoi? Claquer au sol. Ouais, un peu. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur le site et on va utiliser Lighthouse, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, ils vont pas être très contents parce que le site, ils l'ont fait l'année dernière. Mais bon, vous voyez, là, on a un super site web. Ouais, on aurait dû faire une étude Inspire. Et en gros, du coup, voilà, quand vous êtes sur Google, vous faites inspecter. Donc là, vous avez la console. Et après, on clique sur Lighthouse. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, ok. Tac, on fait générer un rapport, donc ça va être un petit peu long. Et on va essayer de voir un peu si, parce que là, du premier abord de visu, en fait, on n'a pas d'autres signes distinctifs qui nous indiquent que voilà, le SEO n'est pas terrible. Alors, on va essayer de se souvenir un peu des critères qu'on a de recherche. Donc, on a le SEO, donc c'est-à-dire les bonnes pratiques, l'accessibilité, mais on a aussi un indicateur important, la performance. Et là, et ouais. Donc je dis pas que c'est la solution, c'est pourquoi on est mal référencé, mais on a 29. On a également aussi 67 de bonnes pratiques. Donc ça, c'est des choses à corriger. Alors, ouais. Par contre, du coup, ce site-là, il n'a pas été codé en dur, en fait, c'est fait du WordPress. Donc à mon avis, en fait, c'est qu'ils ont plein de modules dont ils ne se servent pas et qui sont restés en fait sur le site. D'où la performance vraiment un peu désastreuse. Et du coup, Lighthouse nous donne des indices. Il nous dit voilà, qu'est-ce qui ne marche pas bien. Et on voit que
on a 10 secondes de chargement en fait, d'image pour parcourir le site. Et du coup, la chose à laquelle on peut penser, c'est que les images qu'ils ont mis sur le site, elles sont beaucoup trop lourdes. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que un site web, s'il met plus de 3 secondes à se charger entièrement, vous perdez 90% des utilisateurs. Parce que l'être humain est impatient. Et dès que ça rame un peu, plutôt que d'attendre, il quitte. C'est triste, mais c'est comme ça. Et du coup, en fait, les images sont sûrement trop lourdes. Et du coup, si on n'a pas une très bonne connexion, forcément, voilà, ça ne marche plus. Enfin, ça met du temps à charger. Donc là, comme piste, pour améliorer ça, ce qu'on pourrait faire, c'est compresser les images, baisser un peu la qualité. Ça améliorerait le taux de rafraîchissement et ça rendrait le site un peu plus rapide. Deuxième chose possible aussi, on voit qu'on a un slider là juste à côté. Les animations CSS ralentissent en fait les robots qui parcourent le site et du coup ils détectent ça un peu comme une mauvaise performance. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très difficile d'avoir 100% de performance à partir du moment où on a un site un peu dynamique. Donc voilà, 70% c'est très bien. Bon là, 29 c'est un peu catastrophique, donc ça ne justifie pas tout. Après on a aussi le speed index qui est super long, 6 secondes. Le speed index en fait, c'est quand le robot de Google va parcourir le site. Il va essayer d'aller dans tous les liens possibles, donc il va cliquer un peu partout pour en fait voir l'arborescence du site et voir quelles pages sont liées entre elles. Et donc du coup ce qu'on peut en déduire, c'est peut-être que l'architecture n'est pas assez claire pour les robots et du coup ils ont besoin de parcourir plusieurs fois la même page pour au final avoir une vue d'ensemble du site. Et du coup voilà, ça c'est un autre indicateur qui nous dit qu'on pourrait encore plus l'optimiser. Et après du coup quand… alors est-ce que je peux aller dessus? J'aimerais bien. Et en gros voilà, ici après vous avez plein de trucs, donc ça s'appelle les opportunities par exemple. Vous voyez? Donc là en rouge c'est vraiment les trucs à modifier et orange c'est juste des petits avertissements. Et là vous voyez vous avez plein de petits trucs, vous avez plein de petits tips qui vous disent, voilà donc justement là ce qu'on disait, serve images in next gen format. Donc là voilà, c'est que en fait les images elles doivent être bêtement en JPEG ou un truc comme ça, pas du tout compressé, un peu dégueulasse et du coup il détecte et il nous dit. Donc en gros, en plus de nous dire que le site ne marche pas bien, il nous donne des pistes pour l'améliorer et améliorer son référencement. Et voilà, après il y a plein de petits trucs, par exemple, voilà, il dit qu'on a du JavaScript pas utilisé, on dit qu'on a des images qui servent à rien, on a des vidéos qui ne servent à rien. Voilà, c'est plein de choses qui sont à modifier. Voilà, en gros, voici Lighthouse et comment un peu modifier son référencement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que si vous n'avez pas de questions… On va regarder. Ouais, si tu veux, on fait tous les sites, il n'y a pas de problème. Alors. Ouais, là, non, vous inquiétez pas, je suis pas sûr. Hein. Non, j'ai pas fait le site d'Inspire, c'est pas moi. Alors, attends. Non, mais de toute façon, il est super bien référencé, vous inquiétez pas. Non, c'est bon. Non, mais j'y crois, c'est bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous, on est déjà bien placés, on est haut. C'est moins pire que Télécom. C'est moins pire que Télécom, ok? Donc là, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit encore les 10 secondes de chargement. Donc à mon avis, c'est le même problème que Télécom, c'est que les images ne sont pas compressées. Voilà, regardez, il nous dit ça encore. Il nous dit Serve Images Next Gen. Voilà, on a toutes les photos là. Ah, c'est Mathias qui gêne en fait. C'est à cause de lui qu'on est mal référencé. C'est bon, je rigole. Donc voilà en gros l'audit. Donc là il nous dit aussi, au niveau accessibilité, il nous dit qu'on n'est pas à 100%. Ouais voilà, ok. En gros il nous dit qu'au niveau accessibilité, voilà, on n'est pas top, il y a encore des trucs à modifier.
Après, comme je vous l'ai dit, un site qui était accessible et qui avait un score de 80% il y a 3 ans ou il y a 2 ans, maintenant ça peut être 60%. Vraiment, en fait, ça évolue tellement vite que c'est possible que voilà, le référencement évolue avec. C'est logique, hein, et du coup, voilà. C'est bon, Antoine, tu veux un autre site? Ok. Si vous n'avez pas de questions par rapport à ça, du coup, j'en ai fini pour le web.